fil de la vie, Enzo Bordonaro. Avec nous, Olivier Bobineau. Alors, bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Olivier, bien sûr, on vous a déjà reçu notamment pour ce livre assez formidable, que moi j'ai trouvé formidable, L'incroyable histoire de l'Église, aux arènes BD, avec Pascal Magnat. C'est quand même, quand on voit votre passé de politologue, de sociologue, de philosophe, et tout à coup, il y a des choses qui vous passionnent dans l'histoire de l'Église, comment est-ce qu'on vous fait rencontrer ce dessinateur ? Et en vous écoutant, je me dis comment on en vient. Ah, ça peut intéresser vos auditrices et vos auditeurs. Comment on en vient à faire un travail sur le pouvoir dans l'Église d'aujourd'hui, de Jésus au pape à l'époque Benoît XVI. Comment j'y suis venu? Et avant la rencontre de Pascal, parce que les deux sont très liés. Je suis conseiller scientifique aux affaires religieuses de la République française, au ministère de l'Intérieur, avec un préfet qui s'occupe des cultes. On a beaucoup de travail à faire et j'ai entre autres la réflexion sur les relations avec l'islam, avec le dossier chaud de la formation des imams. Quand on dit que vous vous intéressez à ces questions-là, c'est du sérieux donc. C'est du sérieux. C'est de l'information. C'est de l'information, c'est du fait de mes études. À l'époque, donc, j'enseignais le fait religieux à Sciences Po Paris. Et à l'Institut catholique de Paris, et donc étant reconnu en tant que on va dire spécialiste du fait religieux, je suis recruté y compris pour mes connaissances de l'administration française en tant que politologue. Et le préfet en question, enfin il est sous-préfet à l'époque, me pose une question en tant qu'ancien trotskiste. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi l'Église catholique, comme internationale, a réussi alors que l'international trotskiste n'a jamais réussi? Et j'ai trouvé ça génial comme question. Génial. Qu'est-ce qui explique que cette institution, contre vents et marées, est présente aujourd'hui sur la planète Terre dans tous les pays du monde, et ce depuis 1500 ans à peu près? Et donc je me suis lancé dans ce défi et je me suis dit, la clé de ça va être dans comment cette institution humaine s'est déployée, s'est développée, selon quel mécanisme, quelle stratégie, et comment a-t-elle pu arriver à un moment donné à vouloir contrôler les consciences individuelles et collectives pour le salut des âmes, à partir d'un message évangélique de l'agapé de l'amour. Donc voilà, ça a été des années de travail, et quand l'ouvrage est sorti, je l'ai invité à ma soutenance. C'était pour une habilitation à diriger des recherches, pour devenir professeur des universités en France. Donc c'était, comme on dit, du sérieux. C'était du sérieux, c'était un travail académique et scientifique. L'habilitation à diriger des recherches est le plus haut diplôme en France qui vous permet d'être professeur des universités. Donc voici l'ouvrage, il est publié au CNRS Éditions, et c'est l'un de mes amis qui est chroniqueur sur France Inter, qui s'appelle Thomas Legrand, que les auditeurs français, les auditrices connaissent bien, une grande chronique politique, qui me dit, écoute, tu as un talent de pédagogie et ça vaudrait le coup quand même que tu expliques cette histoire, mais que tu vulgarises, parce que, sincèrement, je lui avais envoyé, à l'époque, mon habilitation avait pour titre « L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir ». Et donc, elle était illisible, hein. Même mon épouse me disait c'est indigeste tout ça. Oui, ça c'est sans appel. Hein. C'est sans appel, hein. Quand elle l'a dit, c'est fini. Et donc il me dit les arènes font des BD historiques remarquables. J'ai rencontré Laurent Beccaria, directeur des arènes, puis Laurent Muller, et là coup de foudre à répétition, et on y va. Ok, on fait le pari sur un tome au départ, 150 pages maximum. on va déployer, tu vas déployer ce que tu as compris au bout de 20 années d'études du catholicisme en matière historique, théologique, philosophique, sociologique, anthropologique et juridique. Ok. Et là, à l'époque, nous habitions en banlieue parisienne. J'étais le seul professeur de Sciences Po Paris, de cette grande école, qui forme
des cadres, des présidents, des ministres en France, eh bien, habiter en banlieue. C'était un choix politique d'engagement social avec mon épouse Estelle. Et là, je vais chez mon libraire, parce que oui, notre budget livre est très important. Et Philippe me dit bon, quelle bonne nouvelle, voilà, il était à la soutenance de l'habilitation. Écoute, moi je connais un dessinateur qui habite à Juvisy, Pascal Magnat, et là, il vient de sortir Made in China aux éditions Glénat, qui est une grande édition de bande dessinée. Certainement, beaucoup de respect, oui. Oui. On a une rencontre. Alors, pour tout vous dire, mais il ne m'en veut pas, on en a suffisamment parlé, il est aussi déjanté que moi, à certains égards. Et surtout, il n'a pas de culture religieuse. Il n'a pas de culture religieuse. C'est une tribu, la tribu catholique, qui lui est complètement étrangère. Bon. Alors comment faire? Maintenant, première rencontre se passe moyennement bien, un peu tendue. Et vous êtes mis à raconter alors? Comment faire? Comment faire, sachant que, au fond, je vais parler chinois. Donc, je vais parler chinois au moins à 2 niveaux. 1, mon langage est universitaire, c'est-à-dire jargonneux, conceptualo, théorico, anthropologique, philosophique, théologique. Comme dit votre femme. Voilà. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ferme ta bouche. Sur ce dont tu ne peux parler, il faut garder le silence, comme le dit le philosophe Wittgenstein dans son Tractatus Logico-Philosophicus à vos souhaits. Donc, bon, fallait mieux que je me taise. Premier obstacle, le vocabulaire universitaire académique. Second obstacle majeur, la tribu catholique. Parce que c'est une chose d'avoir un vocabulaire universitaire, mais si en plus, il se jargonise avec la théologie catholique... Ah, c'est une encyclopédie, hein. C'est délirant. C'est délirant, c'est incompréhensible. Des noms, des lieux, des époques, des ordres religieux, ça n'en finit plus. Des querelles. Comment expliquer qu'on va se battre pendant 5 siècles pour savoir qui est Jésus? Et donc Pascal Magnat, d'une certaine manière, il vous a provoqué. Il vous a provoqué à redécouvrir quelque chose que vous connaissiez, je dirais, par cœur. Oui, il m'a permis de tout déconstruire. La grande déconstruction, c'est-à-dire non pas destruction, mais le fait de comprendre les mécanismes en jeu et comprendre aussi pourquoi. Mais la liturgie catholique, elle ne parle qu'à des gens qui ont été biberonnés à ça. Oui. Pourquoi Ce sont des évidences pour beaucoup de gens. Mais oui, c'est une langue maternelle. Notre Sainte Mère à l'Église. Mais pas du tout. Voire même quand elle se comporte comme ça, ça repousse, ça rejette. On n'en a pas du tout envie. On n'en a pas du tout envie. Et donc ça veut dire quoi, concrètement ? Je me mettais debout, il était avec ses feuilles de papier, ses 2 crayons de bois et un feutre noir. Et je lui disais, voilà, alors, Jésus, je t'explique. Sur tendre la joue, tu connais? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Alors, tendre la joue, les théologiens jésuites m'ont appris que c'est un revers. Donc, c'est pas une gifle, c'est un revers. Donc, c'est plutôt un mouvement d'exclusion. Et donc, c'est un mouvement de rejet. Et d'une certaine façon, Jésus, en plus, si on te frappe sur la joue sur la joue droite, ça veut dire que c'est un revers de la main droite. Donc le mouvement, tu vois bien, c'est un mouvement d'exclusion. Et contrairement à ce que dit Nietzsche et Marx, c'est donc pas une religion de cafards et de lâches ou de sadomaso qui aiment se faire mal, c'est plutôt, au fond, l'interprétation de cette partie-là, telle que je l'ai apprise chez les jésuites, c'est plutôt, si on t'exclut, si on ne veut pas te voir, reviens, sois présent auprès de l'autre. Oh, et là, il me regarde avec des grands yeux, il me dit... Et ça l'inspire. Et mais non, au départ, il comprend rien. Ah d'accord. Il comprend rien. En plus, là, je viens de parler de Marx et de Nietzsche et de tout ça, donc des références. Mais de quoi tu parles? Tu parles de l'évangile, mais tu parles de philosophe. Donc, il a fallu modérer le propos universitaire dans un premier temps, le structurer, y aller pas à pas.
Puis, dans un second temps, séculariser tout le vocabulaire. Mais ce qui m'étonne, moi, Olivier, c'est que ça a pas l'air moins sérieux que ce que vous faisiez avant. Parce que vous disiez quand j'étudiais au niveau universitaire et tout. Mais ce travail que vous avez fait avec Pascal Magnat, c'est pas moins sérieux. Vous avez pas, c'est pas de la désinvolture. Oui. Non, il est même, et alors pour tout vous dire, il a fallu que mon épouse repasse. Et d'abord, le premier travail, comment ça se passait? De la façon suivante. Une première explication pour essayer de désuniversitariser mon propos. On quitte le langage scientifique académique. Deuxième propos, je réexpliquais à Pascal, j'étais debout, je m'agitais, je bondissais, mon corps vivait tout ça, pas toujours très bien d'ailleurs, et puis donc lui il me regardait, il notait des mots, il comprenait. Ensuite il fallait décatholiciser le propos. Bon, une fois qu'on avait fait ça, j'écrivais des choses. Ensuite, c'était relu par Estelle, qui l'a arraché les ongles de mon bébé. Quand je dis mon bébé aussi, c'est que le point de départ, c'était quand même l'habilitation. L'ouvrage paru au CNRS édition, L'Empire des Papes. Donc, passer à l'Empire des Papes, parler une première fois à Pascal, une deuxième fois, relu par Estelle, puis remobiliser devant Pascal pour dire, bon écoute, là est-ce que c'est plus clair? Maintenant, il faut qu'on trouve la pilule pour faire avaler le médicament scientifique. Comment on fait pour faire de l'humour, trouver l'astuce, le dessin, la référence, l'imaginaire pour mobiliser notre lecteur et lui donner envie? On va bien sûr revenir avec Olivier Bobineau sur cette œuvre, parce qu'on peut dire que c'est une œuvre, c'est pas juste une production littéraire, L'incroyable histoire de l'Église, paru chez Arène BD avec Olivier Bobineau et Pascal Magnat. Merci Olivier, à tout de suite. Merci beaucoup. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ni une radio commerciale, ni une radio du service public. RCF est la radio de ses auditeurs. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, avec vous, pour vous.